Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le secrétaire exécutif de la commission préparatoire de l'organisation est à Abidjan, la Côte d'Ivoire, cité en exemple par Robert Floyd. C'était au terme d'une rencontre ce vendredi avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Des 9 projets de loi adoptés en plénière à l'Assemblée nationale, les députés ont validé les lois sur la modification du code pénal, la loi sur l'entraide judiciaire ou encore la protection de l'éléphant. Le président de la Chambre, Adama Bictogo, salue les contributions des parlementaires. Et puis après la réussite à la CAN, la Côte d'Ivoire enchaîne les victoires. Ces derniers mois, les jeunes Ivoiriens ont hissé haut le drapeau sur la scène internationale. Ils ont ramené de nombreux lauriers dans divers domaines, notamment sport, culture, littérature ou encore informatique. On en parle dans le dossier VDC. Dans ce journal. Et puis au Niger, nouvelle audience tenue ce matin à la Cour d'État sur la levée de l'immunité de Mohamed Bazoum. Il pourrait être poursuivi notamment pour haute trahison. L'affaire est mise en délibéré vendredi 14 juin. La Côte d'Ivoire citée en bon exemple par le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le Premier ministre a reçu une délégation ce jeudi à Abidjan, une audience en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Alexis Ouedraogo. Le chef de la délégation, Dr Robert Floyd, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, a félicité et remercié la Côte d'Ivoire pour son soutien à l'organisation. Il s'agit entre autres de l'adhésion du pays à la vision de l'organisation et le professionnalisme avec lequel la station du système international de surveillance implantée ici en Côte d'Ivoire est gérée sous la direction du ministre Adama Diawara. Il encourage les jeunes diplômés en début de carrière, notamment dans les domaines scientifiques tels que les mathématiques, les physiques, à candidater pour les programmes de formation de l'OTICE. Nous encourageons la formation de personnes démarrant dans leur vie professionnelle, des jeunes diplômés qui commencent leur carrière. Nous encourageons ces personnes-là à soumettre leur candidature pour des formations et aussi soumettre leur candidature pour des postes. Nous apprécions particulièrement les candidatures féminines. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a pour sa part assuré que les domaines favoris de l'OTICE existent dans les universités ivoiriennes et que les dispositions sont prises pour inciter les jeunes à s'orienter vers ces filières. On n'a pas suffisamment de bacheliers scientifiques. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais actuellement, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de stratégies pour remédier à cette situation-là. Nous avons élaboré un document qui porte sur la redynamisation de l'enseignement des matières scientifiques. Et cela part depuis le primaire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas voir le problème au bout du tunnel, il faut le voir depuis l'amont. Le fait que depuis un moment, on ait institué une différenciation entre les coefficients, ce qui fait que, par exemple, dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, les coefficients sont plus élevés. Cela est de nature à booster l'enseignement de ces matières scientifiques. Demain, évidemment, nous aurons beaucoup plus de bacs C et E, et ce qui fera qu'on aura un vivier plus élargi pour les études de mathématiques, de physique et de chimie. L'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires est une structure internationale qui a pour mission de détecter les explosions atomiques et d'empêcher l'acquisition de l'arme atomique par des États qui n'en disposent pas encore. La Côte d'Ivoire a signé le contrat de l'OTICE en 1996. Le pays fait partie des 21 États dotés de stations certifiées pour la surveillance contre la non-prolifération des armes nucléaires. Dans l'activité parlementaire, les députés étaient réunis hier en plénière à l'hémicycle. 9 projets de loi adoptés. Ils ont donné leur accord pour la modification du code pénal, la loi sur l'entraide judiciaire ou encore la protection de l'éléphant. La séance était présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Moussa Konaté. Réforme du code pénal. La loi adoptée en 2019 connaît une modification. Le texte est examiné ce jour en plénière. Mais au terme de l'article 185, alinéa 2, qui existait donc dans sa forme ancienne, depuis 1981, lorsque des personnes étaient condamnées pour des infractions spécifiques, il s'avérait que certaines personnes essayaient de s'associer avec le condamné à l'effet de contester l'autorité. Ce texte intervenait
pour réprimer cette attitude. Les débats se sont tenus dans un esprit républicain. La volonté générale s'est manifestée. En plus de cette loi, d'autres textes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme sont également adoptés. Dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, ce sont 3 textes de loi soumis à examen, notamment le projet de loi portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire. Dans le projet de loi initial, il est dit que la bataille de l'éléphant en Côte d'Ivoire est interdite. Et que même quand l'éléphant commet des dégâts, y compris des dégâts humains, on n'a pas le droit de l'abattre. Alors cela a soulevé des interrogations de la part des députés qui ont estimé que l'éléphant pouvait, à des moments donnés, constituer une menace à la vie humaine. Dans un village, dans une plantation, nous nous sommes accordés et finalement, une écriture qui a recueilli l'assentiment de tout le monde a été adoptée et a permis donc au test de passer. Au total, 9 projets de loi étaient sur la table des députés à cette séance. À l'entame des travaux, le président de l'Assemblée nationale a transmis ses félicitations à l'ensemble des élus pour leur implication lors des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié. Je voudrais remercier d'abord toute l'institution, tous les députés de notre institution qui, par leur engagement, leur humanisme, mais surtout par le sens républicain et fraternel, ont su se mobiliser. Je voudrais humblement vraiment vous dire tous merci. Merci pour cet engagement, pour cet hommage que nous avons su rendre au président Henri Konan Bédié. Le président Adama Bektogo a également rappelé aux députés la rencontre du Parlement réuni en congrès prévue le 18 juin prochain. Un rendez-vous durant lequel le président de la République va se prononcer sur l'état de la nation. Des textes soumis également à la Chambre haute du Parlement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme était devant les sénateurs. Sanson Kambilé a présenté notamment les dispositifs sur le code pénal, la répression du terrorisme. La Commission des affaires générales a donné son quitus pour ces réformes. Le reportage de Kader Sogodogo. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat reçoit Jean Sanson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. En sa qualité d'émissaire du président de la République, il est porteur de 5 projets de loi. Une modification du Code de procédure pénale sur les techniques d'enquête et saisies spéciales, la répression du terrorisme, l'entraide judiciaire en matière pénale, la création du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions judiciaires et enfin une modification portant Code pénal en ses dispositions sur la confiscation qui ne doit souffrir d'aucune contestation, selon Jean Sanson Kambilé qui se veut clair. Le texte qui a été proposé visait à étendre le champ de répression à tous les crimes parce que précédemment, on visait certains crimes et non l'ensemble des crimes. Et donc, c'est ce qui a été proposé. Mais l'alinéa 2 de cette disposition, qui existe donc depuis 1981, n'a pas fait l'objet de modifications. Je crois qu'il faut éviter de salir l'institution judiciaire, qui est une institution honorable. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir politique et du pouvoir exécutif. Je crois que quand on veut expliquer quelque chose, on veut contester l'autorité de l'exécutif sur un sujet donné, il faut y mettre un peu de bonne foi. Aujourd'hui, on nous dit, parce que je suis un homme politique, j'ai le droit de faire l'apologie de l'atteinte à la sûreté de l'État, à l'autorité de l'État. Il ne revient pas aux politiques de faire l'apologie d'un acte criminel. Il ne vient pas aux religieux de faire l'apologie d'un acte criminel. Pour sa part, les sénateurs présents en commission ont dit oui à l'unanimité aux 5 projets de loi. Disons aussi oui au respect du code de la route. Les accidents de la route constituent la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports. Amadou Koné a donné une conférence lors de la 3e journée des assises consacrées à la sécurité routière. Mais heureusement, grâce aux réformes, le taux des accidents connaît une baisse de 30%. Fred Oulaï, Jean-Marc Djadji. École de gendarmerie d'Abidjan. Face aux sous-officiers, officiers subalternes et officiers supérieurs,
Le ministre des Transports fait l'état des lieux de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Les accidents de la route constituent la première cause de mortalité en 2021 dans le pays. Le nombre des tués est estimé à plus de 1500, avec une progression de 64%. L'élaboration d'une stratégie routière est nécessaire pour stopper l'hémorragie, selon le ministre Amadou Koné. Les accidents, en ce qui concerne les tués, concernaient pour près de 70% les populations dites vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les utilisateurs de 2 et de 3 roues, donc 70% de tués. Nous avons travaillé pour élaborer une stratégie quinquennale avec des actions plus rigoureuses pour faire en sorte qu'on rattrape le retard et que donc en 2030 ou plus tard, donc nous puissions atteindre donc l'objectif. L'amélioration de la sécurité routière repose sur 5 piliers. Nous avons organisé donc la réponse autour de 5 piliers, principalement donc la gouvernance de la sécurité routière, dont la mise en place de comités locaux de sécurité routière, l'adoption de systèmes de transport intelligents, notamment donc la vidéo-verbalisation, l'entrée en vigueur du permis à points, la redynamisation de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire. Au vu de l'appel du gouvernement, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, mobilise ses hommes. Monsieur le ministre, je voudrais aussi vous dire que vous avez éclairé nos lanternes sur beaucoup de questions qui vont permettre à nos collaborateurs, je voudrais vous rassurer donc, de mieux accomplir leur mission. 30 stations de contrôle technique sont installées sur toute l'étendue du territoire national. En perspective, le ministère des Transports annonce le renforcement des mesures avec la délivrance des permis à puce. Dans un autre secteur, bientôt une usine de transformation du cacao à San Pedro. Elle aura une capacité de broyage de 4000 tonnes par an. L'ambassadeur des Pays-Bas a fait l'annonce lors d'une caravane en escale dans la cité portuaire. Une tournée de renforcement de la coopération économique, mais aussi culturelle avec la Côte d'Ivoire. Sam Conan est notre correspondant permanent. Première étape de la caravane des Pays-Bas à travers la Côte d'Ivoire, le district autonome du Bassa-Sandra. Dans le village de Dacioko, département de Fresco, l'ambassadeur Jérôme Caldeoris a fait une escale, accueilli par le ministre-gouverneur Philippe Legri. Ici, les Néerlandais ont un passé. Le capitaine Cotrou, qui conduisait ces Néerlandais, a donné son nom au canton Cotrou. C'est donc le point d'ancrage, c'est-à-dire que de la présence des Néerlandais en Côte d'Ivoire, c'est ici. Mais c'est pour ça aussi que nous avons commencé aujourd'hui ici, la caravane des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, pour approfondir nos relations et savoir notre histoire et établir notre relation plus profondément en base de cette histoire commune pour la relation gagnant-gagnant à l'avenir. Après Dacioko, le diplomate a mis le cap sur San Pedro, où il a annoncé la construction d'une usine de transformation de cacao. Le Pays-Bas, le premier importateur de cacao, on cherche aussi le partenariat pour ajouter la valeur localement, donc une transformation locale de cacao. Une visite terrain a eu lieu sur le site de construction et dans la société coopérative agricole partenaire. À la fin de l'année, c'est une usine de 4000 tonnes, extensive à 10 000 tonnes, avec la possibilité de partir du cacao à la masse et bientôt on fera aussi le beurre. Après San Pedro, la caravane des Pays-Bas va sillonner d'autres villes du pays pour présenter les opportunités d'affaires qu'offre ce pays, partenaire commercial. Et on va s'arrêter un instant sur ces victoires qui s'enchaînent depuis la CAN 2023. Ces derniers mois, vous le savez, les jeunes Ivoiriens ont hissé haut le drapeau sur la scène internationale. Ils ont ramené de nombreux lauriers,
dans plusieurs domaines. C'est le cas notamment en sport, en culture, en littérature, en informatique ou alors sciences religieuses. Des succès qui contribuent à faire rayonner davantage l'image de la Côte d'Ivoire. Une saison de grâce à l'Ivoirienne avec des acteurs clés, des jeunes pétris de talent. C'est le dossier vide ici de ce soir avec Khalid Diomandé. « 2024, année de grand succès pour la nation orange, blanc et vert. Depuis le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football en février, le drapeau ivoirien ne cesse de scintiller à travers le monde. Les lauriers s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire. De février à juin 2024, déjà une quinzaine de trophées internationaux remportés. Champion du monde de slam poésie, de dictée PGL, de karaté Shotokan, de patinage artistique, d'informatique et champion d'Afrique de salmodie du Saint-Courant, pour ne citer que cela. Sur les réseaux sociaux comme dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens ne cachent pas leur fierté. Cette année-là, vraiment, c'est une année où la Côte d'Ivoire rafale tout. Tu as point ses mitrailleuses. La Côte d'Ivoire est bénie cette année-là d'une bénédiction inestimable. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir voilà, de voir des jeunes Ivoiriens briller à l'international, même si il y a des gens qui ont une mauvaise image de la jeunesse ivoirienne, mais on constate que quand même, il y a des jeunes qui sont conscients et qui essayent, n'est-ce pas, de hausser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Aller conquérir toute l'Afrique comme cela et puis aller représenter dignement la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une fierté pour nous. Je pense que grâce à eux aussi, on peut nous reconnaître en tant que des Ivoiriens. On peut s'imposer aussi. Nous avons emmené nos caméras dans l'univers de ces jeunes qui font rayonner l'image du pays. À des milliers de kilomètres d'Abidjan, la ville de Strasbourg, à l'est de la France, nous retrouvons sur un campus universitaire Ibrahim Meïté, le champion mondial de karaté Shotokan 2024. Une consécration obtenue après plusieurs années à côtoyer les arts martiaux avec passion et abnégation. J'ai commencé le karaté à 7 ans. Et c'est à l'âge de 24 ans que j'ai décroché mon premier titre mondial. C'est une fierté de savoir qu'on citera le nom de la Côte d'Ivoire parmi les grandes nations du karaté Shotokan. Je tenais à sincèrement remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour sa politique de gouvernance centrée sur nous, la jeunesse. Outre son attachement au karaté, Ibrahim est inscrit en Master 1 de Management du sport. Dans le quartier populaire de Mosikro à Atekoubé, un autre jeune a réussi à positionner la Côte d'Ivoire au sommet des génies informatiques. Yacouba Diakité est le vainqueur de la compétition mondiale en développement informatique ICT 2024 de la Chine. Il s'est illustré face à 170 000 candidats issus de 80 pays. Son quartier au grand complet lui rend les honneurs. Je suis extrêmement heureux de voir aujourd'hui la joie sur le visage des parents. C'est la preuve qu'on peut quitter d'Atekoubé et se déployer un peu partout dans le monde. Je tiens à remercier le Premier ministre qui m'a reçu tout en me présentant ses félicitations, ainsi que les félicitations du président de la République qui fait aujourd'hui la promotion de l'excellence. Et j'en profite pour dire aux jeunes qui ont des rêves, qui ont des talents, de travailler et de continuer à rêver, car rien n'est impossible. Le parcours de Yacouba donne aujourd'hui beaucoup d'espoir aux jeunes issus de ce milieu modeste. Son espoir nous a montré vraiment qu'on peut venir d'un quartier de pauvres et puis être champion. C'est mon courage de travailler en classe et de devenir comme lui. Ex-étudiant à l'ESATIC, Yacouba Diakité poursuit son cycle ingénieur de data science en Tunisie. Ses études seront désormais financées par le gouvernement ivoirien. Partie de rien pour se hisser au sommet, Noferima Fofana y est parvenue. À 24 ans, elle revient de Paris avec le prix du championnat mondial de slam poésie. Je suis celle pour qui la parole est précieuse et que la maîtriser fait de nous un précieux. Celle pour qui la parole n'est pas qu'un simple verbe, mais un ami, un amant. Un chemin, une chanson, une main qui apaise le cœur à chaque mot qu'elle crache. Je viens de loin. De très loin. Et quand je regarde la Nofé du départ, celle qui faisait Tanti Bagage à Adjamé, ça me donne beaucoup de fierté. Je la regarde et je lui dis bravo, tu n'as pas pleuré pour rien. Aujourd'hui, tu as quand même une récompense.
la plupart des pays africains qui sont allés très loin, c'est la 3e place. Et elle, pour la toute première fois, elle remporte la Coupe du Monde. En Côte d'Ivoire, les champions, il y en a de tous les âges. À 10 ans, Loevan Krekoum a décroché le trophée du concours mondial de dictée PGL 2024 au Canada. Son succès réside dans sa proximité avec les livres, son goût pour l'excellence et l'encadrement de ses géniteurs. Mes parents me faisaient beaucoup lire. Peu à peu, en grandissant, j'ai compris que j'avais du goût pour la lecture. Pour être fort en dictée, il faut faire beaucoup de lecture, car en faisant de la lecture, on apprend de nouveaux mots. Le message que j'aimerais passer à mes amis est de travailler avec acharnement, d'avoir beaucoup de volonté, de détermination, car seul le travail paye. Élève en classe de CM2, Loevan a brillamment réussi à l'examen du CPE avec 163 points sur 170. Une culture du travail bien fait, encouragée par le président de la République avec le retour du prix national d'excellence en 2013. Tous ces trophées glanés aujourd'hui par le pays sont le fruit de cet écosystème qui promeut le mérite, selon le ministre de la Jeunesse. Depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays, le président Ouattara a fait donc du retour aux vraies valeurs un axe important de sa gouvernance. Il a repris les prix de l'excellence pour célébrer donc les meilleurs élèves. Une réforme a été faite dans tous les secteurs sportifs, culturels, pour un meilleur encadrement donc, de nos athlètes. Donc cet environnement favorable aujourd'hui nous permet de constater donc, que nous avons donc des jeunes qui sont bien. Je voudrais dire à tous les autres jeunes qui sont pétris de talent de faire confiance en eux-mêmes d'abord, et surtout de faire confiance dans leur pays. Le rôle de l'État et du gouvernement, c'est d'être à leur côté et de les accompagner. Malgré tous les titres internationaux raflés ces derniers mois, les jeunes talents ivoiriens ont encore soif de victoire. Dans le viseur, les Jeux olympiques de Paris en juillet 2024 et la qualification au mondial 2026 pour les éléphants footballeurs. Des challenges qu'ils tenteront de relever avec à l'esprit la devise « Union, discipline, travail ». Compétitions internationales à la Côte d'Ivoire, brille de mille feux, c'était le dossier ville ici de ce soir. Une autre compétition en cours en sport football. 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. La Côte d'Ivoire affronte en ce moment même le Gabon à Korogo au stade Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes à la 2e période. Le champion d'Afrique s'impose pour l'instant 1-0 qui donne l'avantage aux éléphants depuis la 36e minute. Un chef-d'œuvre de Seko Fofana dans sa spéciale, un pied droit bien enroulé nettoie la lucarne du portier gabonais. Dans l'éducation nationale, le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République était ce jeudi à Méagui. Emmanuel Aoutou Kofi était le parrain de la journée de l'excellence et du mérite. En plus des 32 meilleurs élèves distingués, des enseignants également honorés. On le voit avec Mahama Traoré. Les taux de réussite obtenus à l'examen du CEPE par l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Méagui ces 4 dernières années justifie le déplacement du ministre directeur de cabinet du vice-président de la République dans cette cité. 57% lors de l'année scolaire 2020-2021, 73% en 2021-2022, 83% en 2022-2023. 2023-2024, au plan national, le taux de réussite au CP est de 83,46%. Au niveau de la draine de Soubré, 83,75%. Et à l'IEP de Méagui, 92,19%. En guise d'encouragement, les admis au CEPE, tout comme les premiers des autres classes intermédiaires, soit 32 élèves en tout, ont tous reçu des lots d'encouragement. 27 enseignants ont aussi été honorés par le parrain, Emmanuel Aoutou Kofi. Je veux dire merci à l'inspecteur de l'IEP qui nous a récompensés avec le ministre. Je veux aussi dire à mes amis de travailler pour être récompensés comme moi et de moi aussi travailler pour être encore récompensé. Il s'agissait de célébrer le mérite, la reconnaissance également du travail. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont promues par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et là où les résultats montrent qu'il y a du travail sérieux, organisé, structuré qui s'est fait pour produire des résultats, il faut être là. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Méagui compte 24 333 élèves répartis dans 158 établissements.
Dans l'actualité politique, les populations du Lodiboua et celles originaires du Grand Centre dans les zones forestières vont rendre hommage au président de la République. Une journée de reconnaissance qui aura lieu à Divo le 29 juin. La région entend saluer les actions de développement en cours dans cette partie du pays. Sidonie Davila. Les populations du Lodiboua et celles originaires du Grand Centre résidant dans les zones forestières sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour les projets de développement qui ont transformé la région du Lodiboua. Cette reconnaissance sera officiellement manifestée lors d'une journée de remerciements prévue le 29 juin prochain. Les préparatifs en cours avec les cadres de la région du Lodiboua promettent une célébration exceptionnelle. Conscients de tout le bénéfice qu'ils ont pu tirer de la politique du président de la République, et ils ont donc entendu à cette occasion solennellement lui exprimer leur soutien et j'allais dire l'appeler à continuer à leur donner du bonheur. L'objet de cette cérémonie avec son Excellence, Monsieur le Vice-président, qui est le président de la cérémonie, est toute simple. Nous savons ce que notre région, le Lodiboua, était avant 2011. Nous savons ce que le Lodiboua est aujourd'hui, en 2024. Beaucoup d'actions de développement ont été posées. Nous invitons, n'est-ce pas, toutes les populations de la grande région de Lodiboua, Divo, Lakota, Guitry, Iré, Yokobo et Lozoa. Nous les invitons, n'est-ce pas, à être là pour magnifier, n'est-ce pas, les actions de développement du président de la République. Il nous dit que nous nous mettons à sa disposition pour toutes les actions qu'il voudra mener. Pour cette journée de reconnaissance au président de la République, les cadres s'attendent à une forte mobilisation, démontrant ainsi l'unité et le soutien des habitants au président Alassane Ouattara. Au siège du PDCI-RDA, un panel tenu sur le diagnostic du processus électoral. Il a été organisé par le réseau des cadres RHDP, PDCI, Notre Héritage. La rencontre a permis de réfléchir sur les fonctions de la commission électorale. Les cadres du PDCI exhortent les acteurs politiques à œuvrer pour les élections apaisées. Voici le reportage de Carmel Dia, Sylvestre Nguessan. Des centaines de militants venus pour participer au panel organisé par le réseau des cadres du PDCI-RDA. Un panel animé par des politologues et des acteurs de la société civile ivoirienne. Cette tribune a permis aux participants d'être instruits sur le processus électoral et sur le rôle de la CEI pendant les élections. Et il s'agit pour moi de montrer que les élections en Afrique n'ont pas commencé avec des commissions électorales. C'était d'abord avec l'État, avec le ministère de l'Intérieur. Et c'est après toutes les crises que nous avons connues qu'on a senti le besoin de créer une commission qui était censée rassembler toutes les forces politiques pour que le consensus puisse se dégager et que la confiance soit instaurée pour que les élections se passent de façon inclusive et transparente. Les commissions ont fait leur travail au fil des années, les commissions ont daté, mais aujourd'hui la problématique qui se pose à nous, c'est de savoir si les commissions électorales sont encore d'actualité. D'autant plus que dans plusieurs pays, et depuis quelque temps, les élections deviennent source de conflits, alors qu'en principe les commissions étaient censées régler cette question. Pour le président du réseau des cadres PDCI Notre Héritage, cette lucarne qui se tient à quelques mois des élections présidentielles va permettre de mieux instruire les militants sur les élections, mais surtout de lancer un message fort pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Les cadres que nous sommes, nous interrogeons sur le processus électoral pour qu'il y ait une élection apaisée. Le seul message qu'on peut lancer à nos frères, aux partis frères, c'est qu'ensemble, qu'on voit l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt des Ivoiriens, que vraiment la CEI fasse en sorte qu'il y ait des élections apaisées, acceptées par tous. Le réseau des cadres PDCI Notre Héritage est un groupe de réflexion et de lobbying appartenant au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain.
Et en religion, vous le savez, l'actualité, c'est le Hajj 2024. Tous les vols étatiques sont arrivés sur le sol saoudien avant les 5 jours cruciaux de ce pèlerinage qui vont démarrer le 15 juin à Arafat, veille de la Tabaski. Le commissaire général du Hajj fait le point à mi-parcours, envoyé spéciaux à la Mecque, Issa Tionayo, Yaya Konaté. Tous les vols étatiques prévus pour le Hajj 2024 sont arrivés en Terre Sainte, en Arabie Saoudite. Occasion pour le commissaire du Hajj de faire un point à mi-parcours de ce pèlerinage. Nous avons le vol 14 et 15 qui ont atterri. Nous avons un vol régulier avec des pèlerins. Donc, pratiquement, on peut dire qu'il n'y a plus de candidats en Côte d'Ivoire. Tout le monde est là. Au niveau des opérateurs privés, beaucoup de pèlerins ou candidats sont déjà arrivés. Ceux qui restent ne sont pas encore nombreux. Voilà ce que je peux dire sur l'état des lieux concernant le Hajj 2024. Les 7000 pèlerins des vols étatiques font d'abord 3 jours de prière à la mosquée Nabawi, là où le prophète est enterré à Médine. Puis rejoignent la Mecque pour la Umrah, le petit pèlerinage, et la Ziara, visite des sites saints. Des étapes importantes avant le départ pour Arafat, veille de la Tabaski. Le commissaire du Hajj profite de l'occasion pour inviter les pèlerins à se ménager avant les 5 jours décisifs du pèlerinage. L'appel que nous lançons aux pèlerins, d'abord, c'est toujours respecter tout ce que les encadrés vont leur dire. Il y a certains qui ont commencé à faire des tawaf surrogatoires. Mais tu vas t'épuiser. Les 5 jours de pèlerinage sont pénibles et difficiles. Vraiment, on demande à nos parents. Ils ont déjà fait la Umrah, de se reposer. Ceux même qui ont des difficultés de déplacement, de prier ici à l'hôtel. Après, au retour de Mina, si tu peux aller faire ton tawaf surrogatoire, va faire. En ce moment, tu as déjà fait le tawaf de pèlerinage. Mais quand tu vas t'épuiser et tu ne pourras pas faire l'étape de Mina Arafat, c'est l'étape pour laquelle tu es venu. Tout ce qu'on a fait là, c'est une sunna. Mais c'est pour le Hajj on est venu, on profite pour faire la Umrah. Vraiment, je donne ce conseil. Un séminaire préparatoire aura justement lieu le jeudi 13 juin 2024 à l'intention des commissions afin de peaufiner l'organisation de ces jours décisifs pour le Hajj. Et ici sur place dans le sud Comoé à Beaunoir, l'imam de la grande mosquée d'Assé est installé ce vendredi. Une cérémonie qui a réuni fidèles, guides religieux et cadres de la région. Le nouvel imam aura pour mission d'œuvrer au renforcement de la foi. Godefroy au Kambawa. L'attachement du turban, la remise de la canne et du Saint-Coran. Ensuite, la prestation de serment. Des actes qui consacrent l'installation du nouvel imam de la grande mosquée d'Assé à quelques kilomètres de la ville de Beaunoir. Inch'Allah, on va travailler ensemble au nom de Dieu. Si Dieu nous a donné bonne santé, c'est moi qui à côté, toutes les mosquées, on va gérer, Inch'Allah. Nous avons reçu des instructions venant de Cheikh Laïma, Cheikh Ousmane Diakité, qui nous demande de dire à l'imam d'être dans un premier temps rassembleur et de travailler pour non seulement accompagner la paix, mais aussi entre les musulmans et les autres confessions religieuses. Plusieurs cadres de la région du Sud Comoé présents, venus soutenir le nouveau guide religieux d'Assé, au nom desquels le directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie. Fosséni Dambélé, fils de la région, invite la communauté à demeurer dans l'union. Un appel au renforcement de la cohésion, un appel à la formation des jeunes et à la bonne entente au sein du village entre les populations, les familles et entre les communautés pour que effectivement chacun puisse apporter sa contribution au développement du village, de la sous-préfecture et du pays. Octogénaire, l'imam Salfo Sankara de la grande mosquée d'Assé a dirigé sa première prière ce vendredi. Il a à sa charge une communauté de plus de 2000 fidèles. Dans le reste de l'actualité au Niger, nouvelle audience s'est tenue ce matin
à la Cour d'État. Elle portait sur une éventuelle levée de l'immunité de Mohamed Bazoum. La plus haute juridiction du pays créée après le coup d'État avait renvoyé l'affaire ce vendredi pour répondre à une demande des avocats. La défense demandait à accéder au dossier et à communiquer avec son client, ce qui a été rejeté. L'avocat finit par quitter la salle et dénoncer une parodie de justice. Si son immunité est levée, Mohamed Bazoum pourrait être poursuivi, notamment pour haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. L'affaire est mise en délibéré vendredi prochain. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h, avec Afficiata Karamoko Dosso. Demain, 20h, retrouvez Marie-Longue Goran. Ce soir, le sage nous apprend qu'aucun chemin ne conduit à un arbre sans fruits. Très belle soirée sur RTI.